Nous allons maintenant entendre 27 notices que j'ai publiées dans le dictionnaire d'histoire de Belgique, édité à Bruxelles chez Didier Attetier en 1988. Il s'agit de 27 notices donc d'historiens des anciens Pays-Bas, donc du Moyen-Âge et des temps modernes jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Jean Bolland, hagiographe jésuite, né à Julémont en 1596 et mort en Verse en 1665. Ses supérieurs de la Compagnie de Jésus le chargèrent en 1630 de mener à terme l'entreprise projetée par Oswald. 23 ans plus tôt, en effet, celui-ci avait annoncé la publication d'un recueil d'Acta Sanctorum. Au nom qui figurait dans l'horloge romain, Bolland décida d'ajouter tous les saints qu'un titre public de culte plaçait dans les martyrologes locaux. Pour l'aider dans sa tâche, Enscenius, en 1635, et Papebrocius, en 1660, se joignirent à lui. Il fallut attendre 1643 pour que paraissent les deux premiers volumes contenant les actes des saints de janvier, et 1658 pour que soient publiés les 3 tomes de février. Entre ces deux dates, Bolland fonda et organisa les archives et la bibliothèque du musée, qui, plus tard, portera son nom. Cependant, pour dresser des listes complètes des saints chrétiens et rassembler des dossiers exhaustifs les concernant, il était non seulement nécessaire d'entretenir une correspondance avec les savants de l'Europe entière, mais aussi d'entreprendre des voyages pour trouver de nouvelles sources. Dans cette perspective, Bolland délégua à Rome ses 2 collaborateurs. Il régla minutieusement l'itinéraire qui, de 1660 à 1662, devait les mener en Allemagne, en Italie et en France. Malheureusement, il ne vécut pas assez longtemps pour voir la publication des nombreux textes recueillis. Aujourd'hui encore, quelques bollandistes continuent au collège Saint-Michel de Bruxelles l'œuvre de ces pionniers de l'érudition en Belgique. Georges Chastelain, chroniqueur et poète, né en 1415 et décédé à Valenciennes en 1475. Introduit en 1446 à la cour de Philippe le Bon, Chastelain effectue ensuite pour ce dernier diverses missions diplomatiques. En 1455, il reçoit la charge d'historiographe et, en 1457, celle de conseiller du duc. En 1473, Charles le Téméraire le nomme indiciaire de l'ordre de la Toison d'Or. À partir de 1455, et pendant 20 ans, Chastelain écrit une chronique qui couvre les années 1419-1474. Parmi d'autres œuvres, on lui doit une entrée du roi Louis XI en nouveau règne, qui date de 1461, et un grand nombre de poésies. Philippe de Comines, diplomate et mémorialiste. Né à Renescure-Revers en 1447 et mort à Argenton en 1511. En 1464, Philippe le Bon l'attache, en qualité d'écuyer, à son fils, le futur Charles le Téméraire. Lors de son avènement en 1467, le nouveau duc de Bourgogne le nomme à son tour conseiller et chambellan. Trahissant son maître, Comines passe toutefois, en 1472, au service de Louis XI. À partir de ce moment, il effectue pour le compte du roi de France diverses missions diplomatiques.
En 1491, il devient l'un des principaux conseillers de Charles VIII. Les mémoires, qui ont fait la gloire de Comines, se composent de deux parties. La première couvre les années 1464-1483, et donc presque tout le règne de Louis XI. Quant à la seconde, elle relate principalement la guerre menée en 1494 et 1495 par Charles VIII en Italie. En fait, les panneaux de ce diptyque ont été composés en deux temps, respectivement de 1489 à 1491 et de 1495 à 1498. Ce sont les fines analyses psychologiques des principaux protagonistes des mémoires, Louis XI et Charles le Téméraire, qui donnent tout le relief de cette œuvre célèbre. Jean Desroches, philologue et historien, né à La Haye en 1740 et décédé à Bruxelles en 1787. Comme linguiste, Desroches est l'auteur du Nieuwe Nederduitse Spraakkunst, 1761, du Nieuwe Franse Spraakkunst, 1763, et d'un nouveau dictionnaire françois-allemand et flamand, un nouveau dictionnaire françois-flamand et flamand-françois, 1769. Vers 1836, des grammairiens et des écrivains flamands estimèrent que l'orthographe employée dans ces ouvrages devait être utilisée dans la Belgique indépendante. Desroches s'intéressa aussi aux langues classiques. Après avoir été nommé greffier de la Commission royale des études, il composa en flamand des règles fondamentales du grec et du latin. Ces deux livres furent publiés en 1779. En 1773, on l'avait lu membre de l'Académie thérésienne et, 3 ans plus tard, il en devenait secrétaire perpétuel. 3 de ses mémoires, qui concernent l'histoire de Belgique au Haut Moyen-Âge, furent couronnés par cette Académie en 1769, 1770 et 1771. En tant qu'historien, Desroches est surtout connu par un manuel d'enseignement, l'Epitomée Historiae Belgicae, 2 volumes, publiés en 1782 et 1783, mais aussi par une histoire ancienne des Pays-Bas, éditée elle en 1787. Peu de temps avant sa mort, il fut nommé inspecteur général des écoles pour les Pays-Bas autrichiens. Divéus ou Pierre van Dive, historien, né à Louvain en 1535 et décédé en 1581. Comptable de l'administration à Louvain, ses fonctions lui donnent quotidiennement accès aux archives communales. Il en profite pour mener d'amples recherches sur l'histoire du Brabant. En 1563, il termine ses Rerum Brabanticarum Libri Novedecem, publié en 1610 par Miraius. Et en 1565, il fait paraître son De Galliae Belgicae Antiquitabus Liber Unus. La même année, le magistrat de Louvain lui confie la charge de transcrire les anciens privilèges de la cité. Divéus, en tire des Rerum Lovauensium Libri Quatuor et des Annalium Lovaniensium Libri Octo, qui ne seront édités qu'en 1757. Edmond de Dinter, chroniqueur, mort à Bruxelles en 1448. Acquise en 1406,
Sa qualité de secrétaire d'Antoine Ier, puis de Jean IV, Philippe de Saint-Pol et enfin Philippe le Bon, lui permit d'être au courant des affaires importantes du duché de Brabant et d'avoir accès aux archives officielles. À la demande de Philippe le Bon, il écrivit, à partir de 1438, une chronica nobilissimorum ducum Lotharingiae et Brabantiae qui s'achève en 1442. Après le décès de son épouse, on le trouve chanoine du chapitre de Saint-Pierre à Louvain. Jean-François Foppens, historien et érudit, né à Bruxelles en 1689 et mort à Malines en 1761. Devenu en 1721 chanoine de la cathédrale de Bruges, il enseigne, à partir de la même année et jusqu'en 1729, la théologie au séminaire de cette ville. Il occupe ensuite diverses fonctions ecclésiastiques avant d'obtenir en 1740 la dignité d'archidiacre et d'être chargé de la censure des livres. En 1717 et 1721, il publie successivement une Historia Episcopatus Antwerpiensis et une Historia Episcopatus Sylvaeducensis. Il est surtout connu pour son édition augmentée et corrigée des Opera Diplomatica et Historica de Miraeus, qui vivait entre 1723 et 1748, et pour sa Bibliotheca Belgica, publiée en 1739. Jean Froissart, chroniqueur et poète, né à Valenciennes vers 1337 et décédé après 1404. Il commence sa carrière comme secrétaire de la reine d'Angleterre, Philippa de Hainaut. Celle-ci étant décédée en 1369, il trouve dès l'année suivante un protecteur en la personne de Robert de Namur. Il séjourne alors à la cour de Brabant. En 1383, son nouveau patron, Guy de Châtillon, lui confère un canonicat à Chimay et le prend comme chapelain. 2 ans plus tôt, en effet, Froissart avait été ordonné prêtre. Il entreprend divers voyages, entre autres auprès du comte de Foix, Gaston Phébus, et à la fin de son existence se rend une dernière fois en Angleterre. Ce sont ses chroniques, 1727-1400, qui l'ont rendu célèbre. Elles continuent, en fait, les vraies chroniques de Jean le Bel qui s'arrêtaient en 1361. Le travail de Froissart ne repose pas sur des textes, mais sur les témoignages de ses contemporains. Son point de vue change au gré des protections dont il jouit, tantôt anglaise, tantôt française, ou encore bourguignonne ou béarnaise. Outre ses chroniques, il est l'auteur de poésie et d'un roman de chevalerie en vers, Méliador. Georges-Joseph Gérard, historien, né à Bruxelles en 1734 et mort dans la même ville en 1814. Chargé en 1769 de réorganiser l'ancienne bibliothèque des ducs de Bourgogne, il est nommé 3 ans plus tard secrétaire perpétuel de l'Académie thérésienne. Il remplit cette fonction jusqu'en 1776, lorsqu'il devient auditeur à la Cour des comptes. En 1779, il lit à l'Académie un discours sur la manière de publier les historiens et les monuments qui peuvent illustrer l'histoire belgique. 1780. Il faudra attendre le XIXe siècle pour voir son projet se réaliser. En 1784 et 1785, Gérard occupe le poste de directeur de l'Académie et, à la fin de sa vie,
Sous l'Empire, il prend la direction de la bibliothèque publique de Bruxelles. Joseph Hippolyte Guesquière, un géographe jésuite, né à Courtrai en 1731 et décédé à Essen en 1802. À partir de 1762, il est associé aux bollandistes qui préparent la publication des vies des saints du mois d'octobre. Cependant, en 1778, un décret impérial réforme le bollandisme. On demande alors à Guesquière d'éditer des Analecta Belgica. Faute d'argent, ce projet ne peut voir le jour. En 1780, Guesquière rentre à l'Académie, où il rencontre l'opposition de Gérard et de Desroches. L'année suivante, il est membre d'un comité qui comprend plusieurs savants chargés de publier les monuments historiques de la Belgique. C'est à ce titre que, de 1783 à 1789, Guesquière fait paraître 5 tomes des Acta Sanctorum Belgiae Selecta. Un 6e volume de cette collection put encore sortir de presse en 1794. Jean-Baptiste Grammet, historien, né à Anvers en 1579 et décédé à Lübeck en 1635. L'archiduc Albert le nomme historiographe en 1606. Malgré tous les obstacles que Grammet rencontre pour consulter archives publiques et privées, il parvient à rédiger une série de monographies consacrées aux villes et régions des Pays-Bas. L'ensemble est publié en 1708 dans des Antiquitates Belgicae. Grand voyageur, Grammet a séjourné en Allemagne, en Italie et en Espagne et a parcouru l'Afrique du Nord, la Moravie et la Silésie. Louis Guichardin, ou Lodovico Guicciardini, historien, né à Florence en 1521 et mort en Anvers en 1589. Neveu du célèbre historien florentin, il vécut principalement en Belgique. Son premier succès date de 1565, lorsqu'il publie un recueil de préceptes, L'Ore di Ricreazione. Mais c'est grâce à 2 autres œuvres qu'il est passé à la postérité. La première relate l'histoire de l'Europe et des Pays-Bas entre 1529 et 1560. C'est Commentarii delle cose più memorabili, publiés eux aussi en 1565, connurent de multiples réimpressions. 2 ans plus tard, Guichardin fit paraître une Descrizione di tutti i paesi bassi, qui fut très rapidement traduite en français, puis en allemand, flamand et latin. Pareillement, cet ouvrage fut réédité à plusieurs reprises. Pontus Euterus, ou de Heuter, historien né à Delft en 1535 et mort à Saint-Tron en 1602. Sa vie fut étroitement mêlée aux guerres de religion. Parmi diverses fonctions, il exerça celle de curé de l'hôpital Saint-Jean de Bruxelles et, à la fin de son existence, de Notre-Dame de Saint-Tron. Le premier, il écrivit une histoire des ducs de Bourgogne. Dans ses Rerum Burgundicarum Libri Sex, qui date de 1583, il manifeste son désir de voir un jour la réunification des Pays-Bas. Cet ouvrage, une suite, avec ses Res Belgicae, qui date de 1598, qui couvre les années 1477-1564. Euterus décrivit
ainsi la Belgique romaine et les Pays-Bas du XVIe siècle dans ses De Veterum ac sui saeculi Belgio libri duo, qui date de 1600. Jean d'Outremeuse, chroniqueur et poète, né à Liège en 1338 et mort dans la même ville en 1400. Il est l'auteur de la Geste de Liège, chronique en vers du pays et de l'évêché de Liège, qui part de la fondation de Tongres et aboutit au XIVe siècle. Son Mireur des Histores relate, quant à lui, l'histoire du monde depuis le déluge jusqu'en 1399. Il s'agit, en fait, d'une compilation naïve. Son seul intérêt réside dans l'utilisation de sources aujourd'hui perdues. Olivier de la Marche, diplomate et mémorialiste, mort à Bruxelles en 1502. En 1452, il accompagne le futur Charles le Téméraire, encore comte de Charolais, dans la répression de l'insurrection gantoise. 4 ans plus tard, il devient son premier panetier. Il effectuera dès lors plusieurs missions diplomatiques pour son maître. En 1486, Maximilien de Habsbourg le nomme premier maître d'hôtel de la maison de son fils, Philippe le Beau. Olivier de la Marche doit sa gloire à ses mémoires qui couvrent les années 1435-1488. Commencé vers 1471, cet ouvrage fourmille de détails sur la vie du Téméraire. Jean le Maire de Belge, historien et poète, né vraisemblablement à Bétrechy en 1473 et mort entre 1416 et 1424. Après la mort de son oncle Molinet en 1507, il est jusqu'en 1511 historiographe de Bourgogne. Son ouvrage le plus important, Illustration des Gaules et singularité de Troyes, 1510-1513, le maire utilise des sources de seconde main et incorpore naïvement à son œuvre des légendes médiévales. Puisant l'essentiel de sa documentation dans des travaux récents concernant l'Antiquité, il cherche d'abord à restaurer, c'est du moins son projet, l'histoire de Troie dans sa vérité. Il interprète ensuite, d'un point de vue moral, l'épopée des héros troyens et démontre la nécessité d'une union des princes européens en vue d'une croisade contre les Turcs. Emmanuel van Meteren, historien né à Anvers en 1535 et décédé à Londres en 1612. Cet auteur est connu pour sa relation des troubles qui survinrent au XVIe siècle dans les Pays-Bas. Le premier tome de cet ouvrage fut publié en allemand en 1593. Dans son travail, Van Meteren utilise des pamphlets et d'importants documents manuscrits. Mal reçu par les autorités des Pays-Bas, le livre connut un grand succès dans le public. La première édition complète en allemand fut publiée en 1596. 2 ans plus tard, on en fit une traduction latine. Presque en même temps, la page de titre indique en fait 1599, sortit de presse la première édition de l'ouvrage en néerlandais. Miraeus, aussi appelé Aubert Lemire en français. Érudit, né à Bruxelles en 1573 et décédé à Anvers en 1640. Aux fonctions de chanoine du chapitre d'Anvers, 1601,
de chapelain de la cour de Bruxelles 1615 et de doyen du chapitre d'Anvers 1624, il ajoute en 1625 celle de premier vicaire général de l'évêché d'Anvers. Parmi ses premiers travaux, beaucoup portent sur les origines des maisons religieuses en Belgique. En 1613, Miraeus publie un tableau des évêchés de la chrétienté. Dans son Elenchus Historicorum Belgii, qui date de 1606, il s'intéresse aux historiens des Pays-Bas restés inédits. Les ouvrages de Miraeus sont essentiellement des compilations. Dans sa Rerum Toto Orbe Gestarum Chronica, 1608, qui part du Christ et aboutit au XVIe siècle, il reproduit en fait les chroniques d'Eusèbe, de Jérôme, de Sigebert de Gembloux et de ses successeurs. Vient enfin une série de travaux qui sont publiés de 1624 à 1630. Augmentés de 3 volumes, ils seront regroupés par Foppens sous le titre Miraei Opera Diplomatica et Historica, 1623-1748. On y trouve rassemblés et édités des diplômes, ainsi que des documents provenant des archives de l'État ou de maisons religieuses. Mollanus ou Jean Vermeulen, écrivain ecclésiastique né à Lille en 1533 et mort à Louvain en 1585. Professeur puis recteur de l'université de Louvain, cet ecclésiastique publie en 1568 un travail sur le martyrologe d'Usuard, un moine du IXe siècle, et 2 ans plus tard, un De Picturis et Imaginibus Sacris, qui est son principal ouvrage. Il s'y occupe en particulier de la représentation des saints dans l'art et répond en quelque sorte au Bienenkorf de Philippe de Marnix de Saint-Aldegonde. En 1576-1577, Mollanus publie avec divers collaborateurs les œuvres de saint Augustin. Cette nouvelle édition de l'évêque d'Hippone, qui devait connaître un grand succès, est réimprimée 9 fois. Enfin, outre diverses études sur les saints de Belgique, Mollanus écrit une Militia Sacra Ducum Brabantiae en 1592. Son histoire de Louvain reste manuscrite jusqu'en 1851. Jean Molinet, chroniqueur et poète, né à Dèvres en 1435 et mort à Valenciennes en 1507. En 1475, il devient indiciaire, c'est-à-dire chroniqueur officiel de la maison de Bourgogne. Charles le Téméraire le charge ainsi de noter les événements de son temps. La chronique que Molinet a léguée est particulièrement importante pour l'histoire de la cour de Bourgogne entre 1474 et 1506. Dès 1497, il est conseiller de l'archiduc Philippe le Beau et 7 ans plus tard, l'empereur Maximilien l'anoblit. À l'époque où il vit, Molinet est surtout connu pour ses poésies. En 1503, il publie sa translation en prose du roman de la Rose. Enguerrand de Monstrelet, chroniqueur, mort en 1453. Chargé en 1436 de la recette de l'impôt à Cambrai et dans le Cambrésis, il devient, la même année, bailli du chapitre de la cathédrale de la ville. Il occupera cette fonction jusqu'en 1440-1441. En 1444, il est nommé prévôt de Cambrai et, 1 an plus tard, bailli de Walincourt.
dans la mesure où ces chroniques reproduisent le texte d'actes importants, elles demeurent une source précieuse pour la période qui s'étend de 1380 à 1444. Daniel Papebrocus ou Van Papenbroek, hagiographe jésuite, né à Anvers en 1628 et décédé dans la même ville en 1714. Appelé par Bolland pour collaborer à la publication des Acta Sanctorum, il effectue entre 1660 et 1662 un voyage qui le mène, avec Enscenius, en Allemagne, en Italie et finalement en France. Ils en rapportent 1400 vies de saints ou passions de martyrs latines et grecques. Lors d'un autre voyage, commencé en 1668, Papebrocus est forcé de s'arrêter à Luxembourg. À l'occasion de l'examen d'une fausse charte de Dagobert Ier, datée de 646, en faveur du monastère d'Euren, actuellement en Rhénanie-Westphalie, en Allemagne donc, il tente de formuler des règles de critique applicables à toute cette classe de documents. Elles sont exposées dans son célèbre Propylaeum Antiquarium Circa veri ac falsi discrimen in vetustis membranis, qui date de 1675. Excessif dans ses conclusions, il met en doute l'authenticité de la plupart des diplômes monastiques mérovingiens. 6 ans plus tard, le bénédictin Mabillon réfuta le jésuite dans son fameux De Re Diplomatica. Une autre polémique s'engagera ensuite avec les Carmes. Ceux-ci faisaient directement remonter les origines de leur ordre au prophète Élie. Avec prudence, Papebrocus montre que de telles prétentions ne sont pas fondées. Rien n'y fait et, en 1700, un décret du pape Clément XI condamne le Propylaeum Mai de 1685. Papebrocus est le principal auteur des 18 volumes des Acta Sanctorum, publiés entre 1668 et 1709. Jean-Noël Pacaud, philologue et érudit, né à Florène en 1722 et mort à Liège en 1803. Ce savant est surtout connu pour ses études dans le domaine de la bibliographie et l'histoire littéraire. Ordonné prêtre en 1746, il est appelé à Louvain, entre 1750 et 1755, à la chaire d'hébreu du Collège des Trois Langues. Il conserve cet emploi jusqu'en 1772. De 1762 à 1782, il porte le titre d'historiographe que lui a conféré l'impératrice Marie-Thérèse. En 1769, il rentre à la Société littéraire de Bruxelles et, en 1772, il devient membre de l'Académie qui succède à la Société. De 1769 à 1771, on le retrouve bibliothécaire de l'Université de Louvain et de 1771 à 1773 du duc d'Arambert. Il se fixe enfin à Liège, où le prince-évêque Hunsbroek lui confie le cours d'écriture sainte en 1787 et le nomme bibliothécaire du Grand Collège. De 1763 à 1770, Pacaud avait publié 18 volumes de Mémoires pour servir à l'histoire littéraire des 17 provinces des Pays-Bas, de la principauté de Liège et de quelques contrées voisines. Heribert Rosweyde, hagiographe, jésuite, né à Utrecht en 1569 et mort à Anvers en 1629. En 1603, il fait part à ses supérieurs de son intention de recueillir les vies de saints non encore publiées et d'en donner une édition critique. Ces vies seraient ordonnées selon les jours du calendrier. 4 ans plus tard, Rosweyde lance, avec les Fastis Sanctorum,
à la fois un manifeste et un spécimen de l'œuvre projetée. Il amasse dès lors de nombreux matériaux. Cependant, des polémiques religieuses le distraient de sa tâche. De fait, on le charge de la censure et de l'impression de nombreux livres. Les documents rassemblés ne seront finalement mis en œuvre que par ses successeurs, les bollandistes. Outre une série d'ouvrages d'édification écrits en flamand, on doit à Rosweyth une édition de la vie des pères du désert, qui date de 1615. Antoine Sanderus, érudit, né à Anvers en 1586 et mort à Affligem en 1664. Élu en 1625 chanoine de la cathédrale Saint-Martin d'Ypres, il devient en 1640 écolâtre dans la même ville. On le charge de la censure des livres. Il est l'auteur d'une Bibliotheca Flandriae, publiée en 1624, ou bibliographie des écrivains de Flandre, de 2 recueils de documents, la Flandria Illustrata, 1641-1644, et la Chronographia Sacra Brabantiae, éditée en 1659, et d'un répertoire de catalogues de manuscrits, la Bibliotheca Belgica Manuscripta, publiée entre 1641 et 1643. Ce dernier ouvrage est particulièrement précieux pour la connaissance des fonds et bibliothèques aujourd'hui disparus. Fabiano Strada, historien jésuite, né à Rome en 1572 et décédé dans la même ville en 1649. Pendant 15 ans, il enseigne la rhétorique au collège romain. Parmi ses œuvres, on retiendra c'est De Bello Belgico Decades Duae, publié de 1632 à 1647. Ce livre comprend 2 parties. La première commence en 1555 avec l'abdication de Charles Quint et se termine en 1579. La seconde s'étend de cette date à la reddition de Rinsberg en 1590. C'est donc toute l'histoire des troubles dans les Pays-Bas qui est narrée dans cet ouvrage, qui, comme ses traductions en italien, en français et en espagnol le prouvent, connut un grand succès au XVIIe siècle. Vrédius, ou Olivier de Vré. Historien et poète, né à Bruges en 1596 et mort dans la même ville en 1652. Poète à ses débuts, il écrit en flamand, il consacrera l'essentiel de son existence à l'étude de l'histoire. Il fut échevin et trésorier, puis bourgmestre de Bruges. Ayant réuni de nombreux manuscrits, sceaux et médailles, il publie le premier en Belgique un traité de sigillographie, les Sigilla Comitum Flandriae, qui date de 1639. En 1642-1643 paraît sa Genealogia Comitum Flandriae. Très érudite, sa Flandria Ethnica et sa Flandria Christiana sont conçues comme les préambules d'une histoire du comté de Flandre. Vrédius cherche à y montrer que la Flandre constitua le berceau de la France.
Ces deux notices sont tirées d'un dictionnaire international des historiens, publié sous la direction de Lucian Boya, ouvrage paru chez Greenwood Press, à New York, Westport et Londres en 1989. Jean Bolland, Julémont, Province of Liège, 1596, Antwerp, 1665. Belgian hagiographer. In 1607, Heribert Rosweyde, 1569-1629, a Jesuit living in Antwerp, announced in his Fasti Sanctorum, Fasti of the Saints, the forthcoming publication in 18 volumes of a collection of Acta Sanctorum, Acts of the Saints, but he died before the work was even begun. In 1630, Bolland, then Master of Studies at the College of Malines, was appointed ordinary confessor and director of the Latin congregation in Antwerp. Born on August the 13th, 1596, at Julimont, in the former Duchy of Limburg, he had entered it on September the 12th, 1612. His superiors assigned him the task of carrying out the enterprise projected by Rosweyde. Bolland then made two changes to the original plan. First, he expanded the official Roman martyrology by adding the numerous saints venerated by various Christian communities. Second, when no life was available for a particular saint, he compiled an entry using information based upon original sources. Moreover, each life was accompanied by a complete philological commentary. In 1635, Bolland found a collaborator in Godfrey Heinsius, 1601-1681, who contributed to the definition of the project. The term was joined in 1660 by Daniel Papenbrock. The first two volumes containing the Acta Sanctorum of January didn't appear until 1643. The 3 volumes pertaining to February followed only in 1658. Between the two dates, Bolland also established the archives and library of the museum that was later to carry his name. But drawing up lists of all the Christian saints and compiling a complete dossier for each of them meant not only corresponding with scholars throughout Europe, but also traveling in search of new sources. It was with this intention that Bolland accepted the invitation extended by Pope Alexander VII, 1599-1667, to inspect the valuable documents of the Vatican Library. Too old and infirm to travel, Bolland dispatched instead his two collaborators, Heinsius and Papenbrock. But he nevertheless planned the details of their itinerary, which took them to Germany, Bolland himself accompanying them as far as Cologne. Italy and France, from 1660 to 1662, he died on September the 12th, 1665. Even today his work is carried on by a small group of Bollandists at the Jesuit College of St. Michael in Brussels. Papenbrock, Daniel Papenbrock van Papenbroek, Antwerp 1628, Antwerp 1614, Belgian hagiographer. Born in Antwerp on March the 17th, 1628, the Jesuit Daniel Papenbrock was invited in 1660 by Jean Bolland to collaborate in publishing the Acta Sanctorum, Acts of the Saints. From July 22nd, 1660 until December 21st, 1662, Papenbrock journeyed through Germany, Italy and France, accompanied by Godfrey Heinsius, 1601-1681, and he kept a day-by-day account of their travels in his Iter Romanum, Journey to Rome. In particular, they spent 9 months in Rome and 3.5 months in Paris. From the various libraries that they visited, they brought back many unpublished documents, including 1,400 lives of saints or passions or martyrs in Latin and Greek. It was with the first volume of the Acta Sanctorum for March, published in 1668, that Byzantine texts began to be used as sources. 3 years later, Papenbrock confronted Russian hagiography during a stay of several months in Amsterdam.
Another journey that started in August 1668 took him, together once again with Heinsius, to the abbeys along the Meuse and Moselle. During a fourth stop in Luxembourg, while examining a fake charter reputedly granted by Dagobert I, after D. 646 in favor of the monastery of Euren, now in North Rhine-Westphalia in West Germany, Papenbrock attempted to formulate a critical apparatus for testing the authenticity of medieval charters. The criteria appeared in his famous Propylaeum Antiquarium Circae Veri ac falsi discrimen in Vestustis Membranis, a scholarly introduction concerning the distinction between truth and falsity in ancient parchments, published in 1675 as a preface to Volume 2 of the Acta Sanctorum pertaining to April. His conclusions were too severe and cast doubt on the authenticity of most Merovingian monastic diplomas, in particular those kept by the monastery of Saint Denis. The Benedictines thus felt threatened. Dom Vincent Marsal, then in charge of the congregation of Saint Maur, conferred the task of refuting the Jesuits' arguments on Dom Jean Mabillon, 1632-1707, who performed the assignment admirably in his famous De Re Diplomatica on diplomatics, published in 1681. This debate, carried out in the best scholarly tradition, reinforced the esteem that Papenbrock and Mabillon already held for each other. However, another debate was soon to take a very different tone, bordering on fanaticism. Although the Carmelites maintained that they could trace their origins directly to the prophet Elijah, Papenbrock proved, albeit with tact, that these claims had no historical basis, first in Volume 1 of the Acta Sanctorum for April, the entry for April the 7th about Saint Albert, 1675, then in Volume 1 of the Acta Sanctorum for May, 1680, and finally in the Prophylaeum Mai, introduction for May, 1685. Among the numerous attacks on these texts, the most important was made in 1693 by Sebastien de Saint-Paul, the Carmelite provincial of the Flemish Belgian province. To undermine the whole Bollandist enterprise, he refuted the so-called errors of Papenbrock, Exhibitio Errorum, presentation of errors, and as a result 14 volumes of the Acta Sanctorum, March, April and May, including the May Prophylaeum, were condemned for heresy by the Toledo Inquisition on November the 14th, 1695. Papenbrock replied to the Carmelites' arguments in 3 texts, first in the 2 parts of Responsio ad Exhibitionem Errorum, reply to the presentation of errors, published in 1696 and 1697, and then in his Elucidatio Historica, historical clarification, published in 1698. He was supported by several highly regarded scholars, including Charles du Cange, 1610-1688, Dom Jean Mabillon, Antonio Magliebecchi, 1633-1740, Benedetto Bacchini, 1651-1721, Dom Bernard de Montfaucon, 1655-1741, and Ludovico A. Muratori, 1672-1750. But all was for naught, since on December 22, 1700, a decree was issued by the newly elected Pope Clement XI, 1649-1721, condemning the Prophylae Mai. This decree was not abrogated until January 1715, shortly after Papenbrock's death on June 28, 1714. Papenbrock had spent his last years writing,
among other works, the Annales Antwerpienses, the Annals of the City of Antwerp, of which 7 out of the original 11 volumes were later found and published between 1845 and 1848. Pepperbrock was thus the principal author of the 18 volumes of the Acta Sanctorum, published between 1668 and 1709, from volume the 1st for March to volume the 5th for June. Hommage à Maurice Aurélien Arnoult. Maurice Arnoult fut professeur à la faculté de philosophie et lettres pendant plus d'un quart de siècle. Il a dirigé le département d'histoire moderne, il fut directeur de l'Institut d'histoire et membre de l'Académie royale de Belgique. Il a publié de nombreux ouvrages et sa thèse de doctorat portait sur les dénombrements de feux du XIVe au XVIe siècle dans le Hainaut. La présente allocution a été prononcée le 10 mars 1982 au Cercle d'Histoire de l'Université libre de Bruxelles. Monsieur le professeur, je voudrais tout d'abord exprimer mes remerciements aux membres du Cercle d'Histoire pour l'honneur qu'ils m'ont fait en me demandant de parler aujourd'hui au nom de vos anciens étudiants. Tâche que je ne pourrai sans doute assumer, et d'évoquer quelques souvenirs personnels relatifs à mes années d'études passées avec vous, épreuve peut-être moins ardue. Il m'arrivera donc de parler de moi-même, puisque c'est un témoignage que l'on souhaite. Il va de soi que d'autres, tout aussi qualifiés, auraient bien d'autres choses à dire. Je vous avouerai que c'est avec une émotion mêlée d'angoisse que j'ai accepté. Avec émotion, car j'aurai peut-être le privilège d'être votre dernier élève et pour tout ce que vous représentez pour moi aussi et surtout. Avec anxiété, vous le comprendrez, car je suis conscient de la responsabilité qui incombe aux candidats historiographes et que je pressens donc le jugement de cette auguste assemblée. Mon premier contact avec votre pensée fut de nature livresque, puisqu'il s'est manifesté par l'achat de votre ouvrage sur l'historiographie de la Belgique chez un bouquiniste de la rue du Luxembourg, alors que j'avais 15 ou 16 ans. J'en ai relu souvent certains morceaux, comme ces beaux liminaires, et j'ignorais évidemment, le parcourant pour la première fois, que son auteur, au titre prestigieux d'archiviste paléographe, serait un jour mon professeur et mon maître. Plus tard, j'ai pu vous observer, de pied en cap, si je puis dire, lorsque j'ai suivi votre cours d'historiographie des temps modernes en première candidature. Vous le placiez d'emblée sous l'enseigne de l'histoire des mentalités. Étudier l'historiographie d'un pays, disiez-vous, c'est embrasser tout un secteur de son histoire intellectuelle, c'est suivre sous un angle donné l'évolution de la conscience collective d'une population. Submergé par la masse d'informations biographiques et bibliographiques qui s'abattaient sur nous, j'ai avant tout vu en vous, comme un certain nombre de gens, un érudit. J'admirais la synthèse d'une vie de lecture sans en percevoir vraiment la quintessence. Mais mon opinion a rapidement évolué, car vous êtes bien plus et bien autre chose qu'un érudit enfermé dans ses connaissances et jaloux d'un savoir accumulé. Vous êtes un humaniste. Cet humaniste, je l'ai découvert dans le cours d'histoire de la philosophie de l'histoire, consacré, entre autres choses, à l'étude de l'évolution des mots, du rapport que les formes entretiennent avec leur signifié, du
du rétrécissement au cours des siècles du champ de l'histoire. Or, qu'est-elle donc? Je vous cite. L'histoire n'est pas une science particulière, mais une façon particulière de considérer le réel. Vous remplacez ainsi la vieille triade aristotélicienne hiérarchisée, philosophie, poésie, histoire, par trois regards parallèles portés sur le réel, que sont ceux de la philosophie, de la science, de l'histoire, l'histoire non une science, mais autant que la science, l'histoire science des sciences, réduite à une activité parcellaire de la connaissance. Ainsi, tout est objet d'histoire. Corollaire de la proposition, l'histoire n'a pas d'objet. Autres idées forces de ce cours, l'ambivalence du terme histoire en français. Le caractère imprévisible de la rencontre de séries événementielles, l'aberration, enfin, de la coupure opérée entre esprit de finesse et esprit de géométrie. C'est dans ce bain de jouvence intellectuelle que j'ai eu le plaisir de me replonger ce matin. À la suite de ces enseignements ex cathedra venait le séminaire, école d'apprentissage d'une méthode rigoureuse dont je mesure d'autant plus les bienfaits que je ne puis que constater le caractère peu formatif de ce que certains appellent par ce même nom sur d'autres cieux. Le verbe y précède souvent l'effort de l'enquête. Avec vous, par contre, on apprenait à se lancer sur de multiples pistes avant de s'avouer vaincu dans une recherche apparemment peu prometteuse. C'est sans doute dans les rapports personnels que l'on peut avoir avec vous que l'enrichissement est le plus grand. Apparaissent alors vos multiples lectures dans les domaines les plus divers et des centres d'intérêt étonnants. Et je puis affirmer, paraphrasant un vers célèbre, qu'il y en a pour tous et que chacun en a eu ou en aura sa part, s'il le souhaite, cela s'entend. Dans ces rencontres, dans vos cours et vos écrits, vous nous faites profiter de leçons de vie, axées autour des problèmes du choix, de l'engagement, de la responsabilité, de la croyance. C'est ainsi qu'au détour d'une page d'un article d'épistémologie de l'histoire de 1975, on trouve sous votre plume cette phrase « Tous les hommes ont besoin de convictions, qu'ils prennent trop souvent pour des vérités, afin de justifier leur action et de donner une signification à la vie, la leur en particulier. » Ce n'est plus seulement la voix du spécialiste qui s'élève dans ces lignes, c'est celle de l'homme qui parle de ses semblables, mais aussi de lui-même. Un thème que l'on retrouve fréquemment ces derniers temps, que ce soit dans votre poème sur le séminaire ou dans votre dernier article, paru en 1980, celui des relations humaines. Thème ou plutôt profession de foi, qui n'est que la forme écrite d'une pratique. Je veux parler de l'amabilité et de la gentillesse que vous témoignez à tous. Mais ces relations sont évidemment marquées de l'empreinte originale que vous leur donnez, et il nous arrive d'être désorientés lorsqu'au milieu d'une conversation très sérieuse, vous vous interrogez sur la couleur du ciel. À votre curiosité naturelle succède notre étonnement, qui prouve souvent notre manque de jeunesse ou de fantaisie. Parmi quelques événements qui me sont revenus en mémoire cet après-midi, j'ai noté cette visite au marché de Dijon, il y a 3 ans. Vous nous aviez acheté du saucisson, des amandes et des friandises, ou encore les chansons d'étudiants d'avant-guerre que vous nous chantiez dans le train qui nous ramenait de Bourgogne en Belgique. Vous souvenez-vous, Filonenko, ministre du gouvernement Kerensky? Et l'épisode de cet objet que vous nous aviez apporté au séminaire, sur lequel nous avions séché sans succès et qui n'était autre qu'une enclume. Votre personnalité se détache mieux encore à travers votre propre histoire, ou plutôt la saga de votre enfance et de votre jeunesse, période de votre existence dont j'aperçois quelques linéaments. Car vous êtes pour beaucoup d'entre nous un modèle. Si je n'avais craint de gêner votre réserve, je n'hésiterais pas à vous assurer de l'attachement et de l'admiration que nous vous portons tous ici. Il n'était bien entendu pas dans mes intentions de peindre votre portrait, ce n'est pas ce que l'on me demandait, mais de poser quelques touches, peut-être impressionnistes, sur les divers tableaux peints récemment. Je n'ai apporté ici
que le témoignage très imparfait d'un de vos derniers rejetons.